Ces trois marchés est assez clair, parce que nous adressons des clients sur tous ces marchés. Je reprendrai d'ailleurs au préalable le marché américain, que je connais particulièrement bien. Donc ce marché est d'ailleurs tout d'abord soumis à une loi, en fait, ce qu'on appelle l'Affordable Care Act, donc cette fameuse loi dite Obamacare. Donc il faut comprendre que les garanties des plans santé sont fixées par la loi. Nous parlions tout à l'heure de prévention. Cet élément est indiqué dans le cadre de cette loi, il n'est pas soumis à déductible, out of pocket, etc. Donc le cadre de la loi Obamacare était au préalable de mettre l'accent sur la prévention, okay, permettant donc aux Américains de pouvoir prévenir les risques et les problématiques. Quand quelqu'un veut adhérer à un plan Obamacare, il se doit systématiquement dénoncer toutes ces problématiques d'ordre médical. Pour autant, il va être couvert pour tous ces risques, ces conditions chroniques ou ces conditions préexistantes. Et dans ces mêmes entités, existe ce qu'on appelle un département disease management qui amène, on va dire, ces assurés, l'assureur a l'obligation d'envoyer ses assurés dans un parcours de soins permettant de maintenir sa condition ou de l'améliorer. En fait, ensuite, comment interviennent, j'allais dire, les medtech, etc., dans cet écosystème? Ils interviennent, chez les assureurs, mais aussi plus particulièrement chez ce qu'on appelle les third-party administrators ou les networks. Le but de ces assureurs, c'est d'avoir un meilleur ratio prime sur sinistre. C'est une grosse problématique aux États-Unis, parce que les primes augmentent de manière ahurissante, avec des proportions de 20 jusqu'à 64% pour le Tennessee. Et donc c'est une grosse problématique pour les assureurs, voire même pour les mutualistes. Certains abandonnent au cours d'une année. Il faut savoir que quand vous êtes assuré aux États-Unis, vous êtes assuré pour un an, vous n'êtes pas sûr qu'il y ait une pérennité de votre police d'assurance. Vous pouvez être amené à devoir changer d'acteur au fur et à mesure. Ça, c'est le marché américain qui a ses spécificités, mais il faut surtout penser que c'est la loi qui oblige les choses. Comme en France, on a un cadre juridique, pareil aux États-Unis, il y a ce même cadre juridique. Et donc, le jeu joue surtout aux États-Unis ce qu'on appelle sur ces networks ou ces third-party administrators qui contrôlent l'ensemble des frais de santé. Leur but, c'est d'atteindre les prix les plus bas chez les prestataires médicaux. Je vais prendre un exemple. Vous êtes un individu, vous allez voir un praticien, vous allez payer 100. Si vous passez à travers un network, le network ne va payer que 30. En fait, le but étant de conduire les gens dans le network. Si vous êtes en dehors du network, vous êtes pénalisé. Je vais vous montrer ça. Donc l'enjeu, je veux dire, des assureurs et des providers, voire des medtech qui s'intègrent dans cet écosystème, c'est surtout de diminuer les coûts santé. Comme vous disiez tout à l'heure, la grosse problématique, c'est qu'on peut aller chez un acteur A, chez un acteur B, chez un acteur C, et avoir des prix qui vont aller de 1 à 5. Alors pourquoi ces prix de 1 à 5? Déjà, il y a une problématique de compétences sur le plan technique, j'allais dire, du monde médical aux États-Unis. C'est particulièrement bien pour y assurer des médecins, des chirurgiens, même, je pense à une chirurgienne française dans l'État du Texas, dont ces personnes me disent, mais jamais au monde je vais me faire opérer aux États-Unis. Ils ont des problématiques sur l'imagerie médicale, etc. Ne parlons pas des médicaments, ou encore aux États-Unis, on est sur la base de génériques. On est très très loin des médicaments de 3e génération. Donc, l'industrie est là pour s'enrichir, pas guillemets, c'est du 100% business, si je puis dire. Il n'y a pas de contrôle sur les praticiens, etc. Et les assureurs vont essayer d'organiser via des networks. Prenons le groupe, par exemple, Aetna, qui rejoint CVS, qui est ce groupe pharmaceutique, dont le but est d'amener le plus de gens dans ce network de telle manière à pouvoir baisser les prix. Là, le point essentiel d'ailleurs sur ce marché, c'est de ramener, on va dire, un loss ratio qui va être à peu près convenable pour les assureurs. Si on regarde de manière globale ce qui s'est passé dans le cadre de cette loi et sur ce qu'on appelle le marketplace, qui permettait de sponsoriser les plus faibles sur ce marché, on peut même constater que la majorité des acteurs ont quitté le marketplace. La raison était simple, c'est parce qu'ils ne pouvaient plus fournir des produits d'assurance. Alors pas au prix, entre guillemets, qu'on leur demandait de fournir. La raison est simple, c'est qu'on est sur une proportion tellement importante d'augmentation des frais médicaux sur cette zone, que pose une grosse problématique de gestion de ces coûts. En fait, voilà. Mais aussi parce qu'il y a peut-être beaucoup trop de doses libérales dans le système. En fait, à l'instar de notre système français qui, au contraire, qui a une problématique inverse, où là, justement, on ne laisse pas suffisamment de doses libérales dans ce système, ce qui amène à avoir des déserts médicaux. La raison est simple, c'est que les praticiens en France ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. On ne leur fait pas suffisamment confiance, on veut payer tout
moins cher, et majoritairement les business models des mutualistes ne sont pas en correspondance avec les prix réels du marché. Donc leurs marges, finalement, sont bien trop faibles. Si je regarde le marché asiatique ou sud-est asiatique, il se décompose en plusieurs zones. Je vous parlerai déjà des zones chères, Singapour, Hong Kong, la Chine. Sur ce marché, c'est totalement différent. On a un marché qui est celui de l'assurance santé privée dans un modèle, on va dire, purement anglo-saxon. Ce sont des assurances santé privées, vous assurez au premier euro, au premier US$. Et la majorité des assureurs implantés sur place ont utilisé les assureurs santé internationaux du type AXA PPP, par exemple, RGA qui joue le réassureur chez des acteurs comme Norway International, etc. Et ont utilisé les assureurs locaux sur lesquels ils ont fait de la réassurance. Ils ont repris finalement 100% de ce modèle anglo-saxon sur lequel on a des couvertures globales bien plus conséquentes et bien plus importantes que l'on a, on va dire, en France ou sur nos marchés, dans la mesure où les frais qui sont pris en compte sont pris sur la base des frais réels. La différence, néanmoins, comme le marché américain ou comme le marché français, sur ces deux marchés, on couvre les conditions chroniques et préexistantes, comme dans le Middle Est, parce que la loi oblige. Et il se pose une problématique, d'ailleurs, quand on couvre ces conditions préexistantes et chroniques, c'est comment on fait évoluer les tables et les primes d'assurance chez les assureurs. Parce que plus on a de gens malades, plus on doit payer cher, avoir des conséquences. Sur les marchés asiatiques, vous rentrez chez un assureur, et si vous êtes en bonne santé, si vous avez une problématique médicale, vous allez avoir une exclusion, voire une surprime. En fait, Donc il y a déjà ces trois pays où, là, pareil, ils sont confrontés à une problématique d'offre et de demande. Si on prend le marché à Singapour qui a ses spécificités, parce qu'il y a le marché de l'assurance santé privée, puis un côté ce qu'on appelle semi-privé pour les Singapouriens qui sont résidents et qui vont bénéficier un petit peu d'un concept un petit peu comme la sécurité sociale française, en fait, qui vont atteindre des coûts bas. A contrario, on va dire un expatrié sur cette zone qui va aller au Mont-Elisabeth, au Gleneagles Hospital, il va payer le prix le plus fort. Sur la Chine, on se retrouve dans les mêmes dimensions, où il y a une progression des prix de manière très importante. On a énormément de mal à contrôler les assureurs santé, dans la mesure où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. En fait, la base, elle est là. La problématique sur ces marchés comme Hong Kong, Singapour et la Chine, c'est que la demande des assurés est forte et par voie de conséquence, ce qu'on appelle les providers, les hôpitaux, etc., ne sont pas prêts à négocier les prix vers le bas. Donc, ces mêmes acteurs cherchent aussi à utiliser aujourd'hui, on va dire, un écosystème tech, medtech, etc., permettant de simplifier l'accès à la santé de ces personnes, mais dont l'objet principal, parce que finalement, en bout de chaîne, vous avez le payeur qui est l'assuré, puis vous avez celui qui assure avec un prix. Donc, cet assureur, lui, ce qu'il cherche, c'est quand même une certaine profitabilité ou une certaine rentabilité dans son business model. Il n'est pas prêt à accepter de perdre de l'argent, dirais-je. Alors, de nombreux acteurs naissent sur ces marchés, mais disparaissent aussi vite qu'ils se sont lancés. Par méconnaissance des systèmes, des coûts médicaux, etc. En fait, on constate sur ces marchés santé internationaux avec des problématiques. Ce sont des marchés qui s'organisent aujourd'hui de plus en plus, parce qu'ils imposent aussi des cadres réglementaires, des taxes d'assurance, etc., etc. Le troisième marché, qui est celui de l'Asie Sud-Est, est, on va dire, différent. Les acteurs sont plutôt des acteurs, on va dire, liés de la banque d'assurance. Parce que majoritairement, si on prend par exemple, je ne sais pas, la Thaïlande, l'Indonésie, etc., avec votre carte bancaire, vous avez à l'intérieur votre carte de sécurité sociale, mais vous avez aussi le fait de pouvoir accéder à votre plan d'assurance santé. Ils sont déjà très digitalisés. Mais il se pose beaucoup moins de problématiques dans ces pays, le fait de partager ces données de santé. En fait, il n'y a pas cette problématique. Tout comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il se pose aussi moins de difficultés dans la mesure où on appelle ces fameux third-party administrators, donc essaye de faire baisser les coûts santé pour les assurés. En fait, Donc voilà ma vision un petit peu de ces marchés. Ils sont vraiment totalement différents, en fait. Ils sont appréhendés non de manière globale, mais à targeter, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Et si on regarde par exemple le marché européen, hormis la France qui est, on va dire, une spécificité, et la Belgique, avec des systèmes de santé particuliers. D'ailleurs, c'est souvent une problématique, en tout cas dans notre métier, nous qui assurons des expatriés, c'est qu'on cherche malheureusement à leur exporter un système qui existe en France à l'étranger,
mais qui ne fonctionne pas. Dans la mesure où aujourd'hui, les assureurs qui sont ici sur cette table sont sujets pour pouvoir assurer les entreprises, les assurés en santé à des règles de compliance. C'est-à-dire qu'ils se doivent avoir des licences dans les pays où ils doivent adresser des polices d'assurance, et s'ils n'ont pas ces licences, ils ne peuvent pas travailler. Donc on a encore conservé en France, malheureusement, cette politique, ce qu'on appelle dite offshore, en fait, sans devoir acquitter ces taxes. Pour autant, on n'accepterait pas qu'un acteur chinois vienne sur le marché français et assure, on va dire, tous ses employés dans un plan chinois et non de les intégrer à la sécurité sociale. Bon, on a aussi cette petite problématique. Je pense que c'est aussi une problématique d'éducation, en fait. Notre système de santé aujourd'hui, on est basé sur un système de curatif. On est encore très très loin de passer à la prévention, c'est mon opinion, mon sentiment. J'ai lu avec attention cette étude de la DRIS, etc., qui a été faite sur ce sujet. Il y a une exploration dans ce système. Le gouvernement actuel cherche à faire passer un système de prévention, on est très très loin. Si on ne prend que cet élément, ce que j'appelle de télémédecine, c'est un petit bout d'un ensemble. C'est un service, mais ce n'est pas le fait d'offrir cet élément qui va permettre d'être mieux soigné, dirais-je. Contrairement à l'idée reçue, il y a 3 semaines, je discutais avec mon médecin, je lui parlais de choses diverses et variées sur la tech. Il me disait très simplement, donnez-nous les moyens de faire nos métiers, payez-nous mieux et on rendra mieux de service. Il y aura plus de vocation dans ces métiers. Donc on est sur des systèmes qui sont quand même très différents. C'est intéressant de voir votre décryptage par analogie en comparant les différents systèmes. Est-ce que vous avez des coups de cœur sur les acteurs santé que vous avez pu voir émerger, peu disruptifs? Alors, le mot, je sais qu'il était un peu challengé ce matin. Moi j'ai trouvé des acteurs, par exemple, comme en Asie, comme Ericsson Group, qui touche à ce qu'on appelle l'employé benefits. Sur les États-Unis, je trouve très intéressant les concepts qui ont été faits par 2 entités, dont une s'appelle Zenefit et l'autre Gusto, en fait, qui permet de personnaliser, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un modèle d'intégration, en fait, pour une entreprise qui va gérer aussi bien la partie RH que la partie assurance santé, etc., et tous les services attenants pour les employés. Je trouve très intéressant ce concept, qu'on va retrouver tout en un. Et je reprendrai par exemple l'acteur qui était là précédemment, je crois qu'il y a 1 heure ou 2, dont le but était d'expliquer aux assureurs le fonctionnement des contrats de santé et la lisibilité. En l'occurrence, ce type de plateforme permet de mieux décrypter les garanties santé, parce que beaucoup de gens, malheureusement, s'assurent, mais ne comprennent rien dans le domaine de l'assurance. Ils prennent parce que c'est obligatoire, mais ils ne savent pas bien qu'est-ce qu'ils ont entre les mains pour quel prix, etc. Donc il y a aussi une problématique de simplification d'accès, j'allais dire, à l'ensemble de ces éléments et les garanties attenantes. Comme ça, je pense que c'est un point qui est quand même très très important. Pour espérer qu'en France, avec la DDA, etc., on va trouver peut-être un petit peu plus de clarté, dirais-je, entre guillemets, dans les conditions générales et dans ce que proposent les assureurs, parce qu'on peut quand même constater qu'il y a une certaine opacité. Nous, on voit que c'est une plateforme de comparaison, on a matché l'ensemble des assureurs de santé internationaux, ça reste pas aisé de comparer A, B, C, D, en fait, c'est loin d'être aisé. Alors j'imagine pour un particulier, mais encore plus pour une entreprise. Et vous, Claire, il y a des modèles qui vous inspirent des bénéfices, d'autres... Par ta start-up. Oui, Partez qui est la meilleure. En termes de modèles, je pense qu'il y en a beaucoup qui se présentent de manière différente.